Alors, dans cette vidéo, on va découvrir comment apprendre à utiliser Adobe XD en environ 1 heure à peu près. Donc, ce que nous allons voir ensemble, ça va être l'interface, les outils, les formes, les plans de travail, les calques et tout ce qui va être le menu de paramétrage. Je ferai d'autres vidéos où on parlera prototypage, animation, tout ce qui va être redimensionnement réactif, utilisation de composants. Mais dans un premier temps, juste cette vidéo pour vraiment commencer à utiliser Adobe XD très facilement et déjà pouvoir faire énormément de choses avec. Alors Adobe XD est un logiciel de la suite Adobe qui pour l'instant est gratuit, donc nous sommes en décembre 2019, c'est encore gratuit, c'est pour Mac et PC, vous pouvez à partir du moment où vous avez un compte Adobe aller télécharger le logiciel et d'ores et déjà vous en servir. Alors, c'est un logiciel qui à la base a été créé pour faire de la maquette graphique web et d'applications. Néanmoins, comme c'est un logiciel qui est vectoriel, vous pouvez faire du logo, vous pouvez faire de l'affiche si vous voulez. C'est pas fait pour ça, mais dans l'absolu, si vous voulez le faire, vous pouvez parfaitement le faire. Parfois, je peux faire un logo dessus ou une petite affiche un peu là-dessus, un petit flyer, parce que rien qu'avec les formes de base, on peut aller vachement loin. Donc ça, c'est des choses qu'on verra au cours de cette vidéo. Alors, l'interface ici d'Adobe XD, en fait, elle est très très simple, et c'est ce qui en fait justement un bon logiciel, à mon sens, dans la mesure où, comment dire? En fait, il y a peu de choses ici, donc il y a pas 1000 boutons. C'est moins anxiogène que d'autres logiciels de PAO, de la suite Adobe ou d'Affinity Designer ou de ce genre de choses, et pourtant néanmoins on peut faire énormément de choses avec ça. C'est vraiment à la base, donc du coup fait pour, tout ce qui va être le web. On peut pas faire manipulation d'images avec, par exemple, on peut pas faire de la retouche photo, on peut pas, faire tout ça. On n'a pas de brush, on peut pas faire digital painting non plus, donc ça reste limité sur ça, mais ces limitations font, qu'in fine, ça en fait un logiciel très simple, accessible pour tout le monde. Alors, l'interface, ici, nous avons donc elle est légèrement différente entre PC et Mac. Par exemple, Mac, nous avons toute cette barre qui est au-dessus, et pour PC, en fait, ce sera dans un menu hamburger qui se retrouvera à peu près dans cette zone-là, où vous retrouverez grosso modo exactement les mêmes éléments. Donc du coup, là, on a quelque chose d'assez classique avec tout ce qui va être créer des fichiers, en ouvrir, enregistrer, exporter nos éléments, voilà, dans les objets, quand on créera des objets. Ce qu'on ne va pas faire dans cette vidéo, ce sera pour une autre vidéo. De même pour l'utilisation des plugins, les affichages de notre interface, les différentes fenêtres qu'on peut avoir, et les LED si nous avons besoin tout simplement d'un renseignement. Ici, nous avons 3 éléments différents. On va avoir la partie design, en fait, où on va pouvoir designer nos interfaces, créer nos plans de travail, créer nos designs sur différents supports. On va voir toute la partie prototype qui, pareil, nous ne la verrons pas dans cette vidéo-là. C'est quelque chose qu'on verra dans une autre vidéo, vraiment consacrée à tout ce qui va être le prototypage. Et tout ce qui est l'onglet de partage, parce que depuis les dernières versions, nous pouvons partager nos réalisations et travailler à plusieurs sur le même projet. Ici, nous avons tous les outils, donc on a vraiment juste ce qu'il nous faut. Ça, c'est l'élément, on va voir que ça a une grande puissance, donc j'en parlerai juste après. Ici, donc vous pouvez voir que nous avons tous nos outils qui sont là, qu'on passera en revue. Et chose intéressante, nous avons ici différents en fait, onglets qui vont nous permettre de venir modifier ce menu qui est ici. Lorsque je clique ici, nous allons retrouver tout ce qui va être nos styles de caractère, nos composants, nos couleurs que nous avons créés, décidé de sauvegarder là. Pareil, dans cette vidéo, nous ne verrons pas cette partie-là, on verra ça pour une autre vidéo. Techniquement, pour commencer à créer et designer, vous n'avez pas forcément besoin de vous servir de ça. C'est vrai que c'est vraiment plus pratique lorsqu'on va vouloir créer des sortes de style guide en fait pour nos designs et pour en fait tout simplement se faciliter le processus de réalisation. Nous avons ici ce qui là pour le coup va nous intéresser, qui va être en fait tout ce qui va être l'endroit où on va retrouver nos plans de travail et par conséquent nos calques par la suite, chose que nous verrons à ce moment-là ici. Et ici nous retrouverons tous les plugins qui ont été installés, que nous avons installés, etc., etc. Vous voyez que moi j'en ai aucun ici, c'est vraiment quelque chose de très frais pour pouvoir justement installer tous ces plugins dans une vidéo et vous montrer comment faire.
Donc ça, c'est l'interface. L'interface pour tout ce qui va être la partie outils et tout ce qui va être en fait l'Explorer pour les plans, enfin le plan de travail et les calques. Nous avons ici en fait tout ce qui va être notre zone de travail. Nous avons une zone de travail qui est assez énorme. Là, si on dézoome, on peut constater qu'elle est vraiment, vraiment énorme. C'est cette partie qui est d'un gris plus léger. Et ici, nous allons avoir tous les plans de travail que nous allons pouvoir mettre, utiliser, que ce soit en format web, que ce soit pour du format mobile, tablette ou tout en même temps. C'est ici que ça va se passer. On va avoir tous nos écrans en fait qu'on va pouvoir mettre ici. Nous allons voir aussi ensemble. Et ici, nous avons ce qui est tout le menu paramétrage ou l'Explorer. Moi, j'appelle ça menu contextuel parce qu'en fait, il va varier en fonction des calques que nous utilisons. Voilà, les choses qu'on va voir juste après. Vous retrouverez ici tout ce qui va être les previews de votre design pour avoir un aperçu soit sur votre ordinateur ou aussi si jamais vous utilisez votre mobile, vous avez la petite application Adobe XD, donc soit parce que vous êtes sur le même réseau, vous allez pouvoir connecter votre application mobile avec ce qui est sur votre écran, soit tout simplement en le branchant à votre machine. Ce qui va nous permettre d'avoir, si vous voulez, un aperçu en fait en dehors du logiciel de notre design. Voilà. Quelque chose qui est très pratique, que nous n'avions pas avant, que je n'avais pas quand j'ai commencé à faire ce métier-là. Et c'est vrai que c'est extrêmement pratique maintenant lorsqu'on veut tout simplement tester notre design sur notre mobile. Avant, j'étais obligé d'exporter le design, de me l'envoyer par mail et de venir le télécharger sur mon smartphone pour repérer là. Là, maintenant, vous pouvez, un site responsive ou une application, vous pouvez directement avoir le rendu en direct en fait sur votre support. Donc voilà, ça c'est pour la partie interface. Pour la partie des outils, maintenant, on va en faire un petit tour dessus. Alors, tac, je vais dupliquer ce plan de travail là, je reviendrai plus en détail dessus. On va voir pour tout ce qui est la partie outils. Donc, voilà. Alors, les outils, nous en avons plusieurs. Nous avons d'abord cet élément-là qui est l'outil de sélection. Donc, pour ceux qui viendraient éventuellement de l'univers Photoshop, Illustrator et potentiellement Affinity Designer, j'ai pas testé, j'ai qu'Affinity Photo, donc je ne sais pas si on peut retrouver la même chose sur Affinity Designer ou quoi que ce soit. C'est que nous avons deux outils de sélection différents sur ce logiciel. Nous avons ceux qui ont le pointeur sombre et le pointeur blanc en fait. Euh, Sur tout ce qui va être le pointeur sombre, noir, c'est lorsqu'on va pouvoir cliquer dessus, on va pouvoir venir déplacer tout simplement nos éléments. Donc je clique, ça va automatiquement venir sélectionner le calque dans lequel je me trouve ou le groupe dans lequel je me trouve, etc. Le groupe sur lequel je clique. Et nous pouvons le transformer, donc ça c'est l'outil sélection, et nous avons une autre possibilité, cet outil, c'est de l'avoir en outil de sélection direct. Alors, la différence entre les deux, c'est si je crée une forme avec une couleur ignoble, on va essayer de faire un truc pas trop moche non plus, je fais un clic sur ma forme, je vais avoir la possibilité d'effectuer des rotations, je vais avoir la possibilité d'arrondir les angles, je vais avoir la possibilité de redimensionner. Donc soit je redimensionne d'une manière voilà, sans garder proportion, ou alors en gardant Shift appuyé, je garde justement les proportions et lorsque j'agrandis la hauteur, ça agrandira la largeur de la même manière. Donc ça, c'est plutôt pratique, mais là où je trouve cet outil extrêmement intéressant et plutôt bien fait, c'est lorsque je fais un double clic sur ma forme, je ne vais plus être, si vous voulez, en mode sélection, mais en mode sélection directe. Et du coup, à partir de là, je vais avoir la possibilité de venir sélectionner chacun des points que compose ma forme. Voilà, c'est quelque chose qui est très pratique et que nous avons sur deux outils différents en fait dans Photoshop et Illustrator et consorts. Nous avons donc ici les outils formes. Les outils formes sont plutôt pratiques, très faciles à utiliser. Je vais avoir tout simplement la possibilité de créer ici des rectangles, des carrés, ce que vous voulez, juste en effectuant des drag and drop, en venant glisser tout simplement avec votre souris. Vous pouvez facilement créer une forme. Pareil, hein, pour garder quelque chose qui va avoir les bonnes proportions, par exemple faire un carré en l'occurrence, vous gardez Shift enfoncé, en gardant Shift enfoncé, vous gardez parfaitement les proportions et du coup, pas de problème pour effectuer ce genre d'éléments. Vous pouvez faire la même chose donc du coup avec les ronds, vous pouvez faire un cercle parfait ou une ellipse. Et vous avez les deux autres outils qui vont être l'outil triangle polygone. Polygone qui a été rajouté il y a
en novembre dernier, dans la mise à jour de novembre, de mémoire, et la ligne. L'autre outil qui est ici, c'est la plume. Alors, pour ceux qui viennent, pareil, qui ont déjà fait de la PAO avec Photoshop Illustrator, ça va vous parler. La plume, c'est tout simplement un outil qui va nous permettre, si vous voulez, de créer une forme complètement libre. Voilà. On peut vraiment faire des formes beaucoup plus complexes avec ça. C'est très facile à utiliser. Pour utiliser la plume, vous créez un premier point et vous pouvez en créer ensuite plein d'autres. Alors, vous faites des lignes droites et des angles droits lorsque vous faites la plume tout simplement en cliquant comme ça. Mais si jamais vous faites un point, tac, si jamais vous faites un point et que vous restez appuyé sur le clic à ce moment-là et que vous venez tirer avec votre souris, vous allez créer des tangentes et vous allez avoir la possibilité de créer des formes un peu plus complexes. Voilà. Alors après, rien ne vous empêche de venir réutiliser votre outil de sélection et venir modifier ici la courbure pour avoir un effet que vous souhaitez. Alors, ce que vous pouvez constater ici, c'est que lorsque je sélectionne un point et que je viens modifier une des tangentes, ça modifie directement l'autre avec. Vous avez la possibilité d'en modifier qu'une à la fois en utilisant la touche Alt sur PC, je crois que c'est Alt. Et sinon, c'est Option sur Mac. Donc, c'est dans une de ces touches, a priori, essayez sur Alt pour ceux qui sont sur PC, et vous aurez la possibilité voilà, de faire des éléments assez, de faire des formes plutôt complexes dessus. En gros, vous pouvez retrouver un peu ce qu'on peut retrouver sur Illustrator, tout simplement moins poussé. Grosso modo, là, on arrive à mélanger Photoshop et Illustrator dans un logiciel vraiment orienté création, maquette graphique, UI, UX, tout ce que vous voulez sur ça, web design, mais vraiment très facilement. En fait, c'est très facile parce que les outils sont pas non plus les plus poussés. On a vraiment juste ce qu'il nous faut. Et si on a besoin, par exemple, de quelque chose, d'aller un peu plus loin, rien ne nous empêche de travailler de certaines parties dans les autres logiciels de la suite Adobe et de venir les importer ici. Ici, nous avons l'outil texte. L'outil texte va nous permettre d'écrire du texte. Voilà, donc il y a deux manières de s'en servir. Soit je me contente de cliquer dessus et je vais avoir la possibilité ici de venir... Attendez, j'ai fait... Tac. Soit je me contente de faire un clic dessus et je peux venir maintenant écrire comme je veux. Alors la problématique, c'est que si je me contente de cliquer dessus, on fait ce qu'on appelle un texte de point. Et du coup, voilà, ça ne s'arrêtera pas, c'est à moi de passer à la ligne si vous voulez. On n'est pas en train de délimiter une zone dans laquelle on va mettre du contenu. Donc c'est à moi de passer à la ligne. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal pour tout ce qui va être l'utilisation de titres ou d'éléments comme ça sur votre site. Vous avez aussi la possibilité de délimiter une zone dans laquelle on va pouvoir mettre ce contenu, on va pouvoir mettre notre texte. Par exemple, ici, je délimite la zone en tirant, tout simplement avec ma souris. Et j'ai la possibilité, ça va passer directement à la ligne en dessous après. Donc j'ai aussi la possibilité, moi, de tirer. Et si jamais mon contenu dépasse la zone qui est prévue, tant que je suis en train de travailler sur ce calque à ce moment-là, je vois en fait l'excès de texte, et à partir du moment où j'ai sélectionné un autre outil, je ne vais plus voir cet excès de texte et je vais pouvoir venir le remodifier de cette manière. À tout moment, vous avez la possibilité de passer d'une zone de texte comme ça à un texte de point en utilisant les éléments qui sont. Alors ici, je passe rapidement dessus, mais vous avez la possibilité de venir centrer votre texte tout à droite, tout à gauche. Vous avez d'autres paramètres qui sont ici. Alors faites attention parce que vous n'avez pas la possibilité de justifier votre texte. D'accord? Si vous, si vous voulez vous essayer à utiliser Adobe XD pour de la brochure ou quelque chose comme ça, gardez bien en tête qu'il n'est pas possible de justifier son texte. Ça peut poser problème. Tout simplement parce qu'on justifie quasiment jamais sur Internet. Pour une raison qui est assez simple, c'est que quand on utilise une justification de texte dans du magazine, dans du journal, sur du print ou quoi que ce soit, on va pouvoir venir gérer les césures, gérer les mots à la ligne, les césures, etc. Ce qui ne va pas être le cas sur le web parce que du coup on va avoir plusieurs résolutions, Native va être responsive et du coup dans certains cas ça ne fonctionnerait pas et ça ne serait pas confortable à la lecture.
Voilà. Et du coup, nous avons ici l'outil plan de travail qui va nous permettre, qu'on va découvrir ici. Donc en gros, quand on clique dessus, nous allons avoir plein d'assets qui existent déjà ici. Les formats web, les formats tablette, iPad, mobile, etc. Mais aussi la possibilité de venir les créer nous-mêmes. Mais je reviendrai dessus un tout petit peu après dans la vidéo sur les plans de travail. Maintenant, nous, on va se focaliser un peu plus sur la forme. Alors, les formes, quand je les utilise, quand je les crée, donc en gardant Shift enfoncé, j'ai la possibilité de, voilà, de garder la proportion, comme je l'ai dit. Et je vais pouvoir venir les paramétrer ici. Vous voyez que toute cette partie-là, qui est le menu de paramétrage, nous le faisons plus ou moins en même temps que nous avançons dans la vidéo. C'est pour ça que je garde ça pour la fin, pour les derniers éléments que nous n'aurions pas utilisés. Si tant est qu'il en reste beaucoup. Du coup, là-dessus, nous avons plusieurs possibilités pour venir tout simplement paramétrer notre forme. Donc, comme je l'ai dit, nous avons la possibilité déjà, rien qu'avec l'outil de sélection, de faire un clic, de le déplacer, de venir remodifier tout ça, de venir faire des rotations. Bon, là, c'est un cercle, donc ça ne sera pas très visible. Mais nous avons cette possibilité-là. Et j'ai la possibilité de venir faire des doubles clics dessus et de venir tout simplement changer ma forme si je le souhaite. Je vais avoir d'autres éléments donc, qui sont ici. Je vais avoir, tout ça, on le regardera un peu plus tard. Je vais avoir ici la possibilité de paramétrer, si vous voulez, ma forme. Pour paramétrer ma forme, je vais avoir ici la possibilité de gérer son opacité sur l'ensemble de ma forme, à savoir donc sa bordure et son fond. Je vais pouvoir utiliser ici des modes de fusion. Alors les modes de fusion, grosso modo, si j'explique ça assez rapidement, je ferai peut-être une vidéo spéciale mode de fusion, mais 2-3 doutes, parce que... En gros, les modes de fusion, je vais vous montrer ça en live. Pour ça, il faut de forme. On va appliquer une sorte... on va pas une sorte, on va appliquer un mode de fusion à un calque. Tac, je vais en faire le deuxième ici. Tac. Et du coup, ce qui va permettre, en fait, avoir un effet sur la fusion avec les calques qui sont en dessous. Grosso modo, quand je passe par ici, je suis en mode normal. Si je passe sur obscurcir, il va venir me modifier, en fait, si vous voulez, le calque auquel j'affecte un mode de fusion en fonction du calque qui est en dessous. Donc c'est en fonction des pixels. Donc là, on est tous sur tout ce qui va être suppression de plus ou moins des tons sombres. Là, ça va être des tons clairs. Possibilité de faire des incrustations. Bref, je pense que je ferai potentiellement, comment dire, vraiment une vidéo un petit peu dessus, un peu plus tard. Mais c'est un peu complexe, alors c'est pour ça que pour commencer, vous ne vous préoccupez pas trop de ça. En plus, pour l'instant, c'est comme on part vraiment dans l'idée de que Adobe XD, on va l'utiliser pour la création web et d'applications, de design web et d'applications. La problématique des modes de fusion, c'est qu'ils ne sont pas, pour l'instant, tous les navigateurs ne les affichent pas en fait, forcément, ou pas de la même manière. Donc du coup, voilà, ce serait peut-être un petit peu, moi je suis toujours très friand si vous voulez tester des choses, mais voilà, ça peut être une prise de risque qu'il y a dessus. Nous allons ensuite pouvoir gérer trois choses, à savoir la couleur de fond de ma forme. Lorsque je clique dessus, je vais pouvoir venir là choisir la teinte, voilà, la teinte principale si vous voulez de la couleur que je recherche. Je vais pouvoir venir ici gérer tout ce qui va être sa luminosité, sa saturation et sa luminosité. Et je vais pouvoir ici venir choisir son opacité. Alors là, la différence entre venir modifier ici et ici, ici, c'est-à-dire que là, vous modifiez l'opacité intégralement de votre calque, donc du fond et de la forme. Et lorsque vous venez le faire ici, vous ne modifiez que l'opacité de ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que si maintenant je baisse complètement l'opacité de ma forme, mais que je lui mets une bordure, ça restera visible. Alors que si jamais ici j'ai le fond et une bordure et que je baisse mon opacité, ça va vraiment faire tout disparaître. Donc j'ai la possibilité ici de venir choisir tout simplement les couleurs. Quand une couleur me plaît, je peux cliquer sur le petit plus ici pour venir l'ajouter au nuancier, pour la réutiliser très facilement un peu plus tard. Et vous avez ici la possibilité de retrouver tout simplement différentes façons d'appeler ici votre couleur. Donc en RGB ou en
teinte, teinte, saturation, etc. Donc vous avez les moyens de le faire ici. J'ai aussi la possibilité très facilement de venir y placer plutôt un dégradé. Alors pour faire les dégradés, voilà, je clique au-dessus, j'ai deux types de dégradés, le linéaire et le radial. Donc pareil, hein, il y en a moins parce que de mémoire, il y a 8 types de dégradés dans Illustrator ou Photoshop. Parce qu'on a en losange, on a en réflexion, etc. Bref, nous, on a ce qu'on utilise le plus. Donc, on a le dégradé linéaire, c'est-à-dire que je pars d'un endroit pour diffuser une couleur à un autre. Je finis la diffuser. Et vous avez le radial, donc ça part d'une zone, voilà, au centre d'un élément, et vous allez pouvoir venir mettre le dégradé tout autour de cette zone. Pour régler votre dégradé, c'est extrêmement simple pour le coup. Donc, comme vous avez pu le voir, il vous suffit de venir cliquer ici pour venir déplacer les points de votre dégradé. Et vous allez pouvoir venir choisir les couleurs de ces dernières. Donc, soit en venant cliquer directement sur les éléments ici, sur les bouts de votre dégradé, et vous allez avoir la possibilité de venir modifier la couleur telle que vous le souhaitez. Donc, vous pouvez le faire ici ou par le truchement ici pareil, ça fonctionnera de la même manière, en venant cliquer dessus, vous allez pouvoir venir modifier votre couleur et si vous souhaitez, venir en plus déplacer l'aimant sur lequel vous voulez cliquer. Je ne vais pas le faire ici, pourquoi? C'est pas grave. Vous avez la possibilité de venir aussi rajouter une couleur en plus. Donc soit en cliquant, pareil, quand vous voyez, quand je passe sur mon dégradé, mon pointeur a un petit plus à côté, ou alors en cliquant là, vous avez la possibilité à ce moment-là de venir choisir une autre couleur pour venir en rajouter là-dessus. Alors, je ne souhaite pas forcément montrer tout ce qui va être les actifs là, mais chose qui peut quand même vous intéresser à ce moment-là, c'est que je ne peux pas sauvegarder un dégradé. Par exemple, là, je vois que je suis en train de créer un dégradé sur ma forme. Si je clique ici, ça ne va pas ajouter mon dégradé, ça va venir ajouter la couleur sur laquelle j'ai cliqué. Voilà. Pour sauvegarder un dégradé, il faut aller ici, dans les actifs, dans le panneau des actifs, et venir ajouter couleur. Et à partir de là, il va venir nous ajouter notre dégradé qu'on va pouvoir venir en double-cliquant renommer si on le souhaite. Mon beau. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être le plus de paramétrage que vous pouvez faire. Donc ça va être pour la couleur. Vous avez la possibilité d'ajouter les bordures. Donc ça va être à peu près le même principe. Vous pouvez venir choisir des couleurs ici. Venir choisir la teinte, paramétrer la luminosité et la saturation, et avoir ici son opacité. Donc pour en activer un ou désactiver, il me suffit tout simplement de cliquer sur les flèches qui sont ici. Lorsque vous voulez choisir sur les bordures, vous pouvez venir ici en choisir la taille. C'est pareil, sans pixels. Choisir si c'est en pointillé, leur espace. Vous pouvez choisir si les bords sont à l'intérieur de votre forme, à l'extérieur ou les deux. Et lorsque vous utilisez l'outil ligne ici, vous avez la possibilité de venir choisir tout simplement la forme, en fait, si vous voulez, des extrémités de la ligne que vous avez tracée. Et là, vous gérez tout simplement la tronche que va avoir vos angles sur votre forme. Alors, en fonction des éléments que vous choisissez, vous n'allez pas avoir forcément le même paramètre. Par exemple, ici, si je viens utiliser, là, vous voyez, il me suffit, pouf, je clique, j'ai mon dégradé, je peux venir cliquer dessus et venir le modifier un peu là, quelque chose d'un peu plus joli. Voilà. Par exemple, ici, contrairement à lorsque je travaille sur une forme comme ça, ici, là, je vais avoir la possibilité de venir gérer les angles. Donc les angles, soit vous venez modifier les angles en mettant, par exemple, je ne sais pas moi, 60 pixels, tac, 60 pixels, et vous venez modifier les 4 angles. Vous avez la possibilité de venir modifier les angles de manière indépendante en disant, par exemple, lui, je ne souhaite pas qu'il ait, que son angle soit arrondi, et vous pouvez venir manipuler tout ça ici. Vous avez aussi la possibilité de venir modifier en utilisant les petits points qui sont ici, vous avez la possibilité de venir modifier simplement vos angles, tous d'un coup. Voilà pour cette partie. On va avoir la possibilité, donc je vous laisserai regarder pour les autres éléments ici, comment vous pouvez les configurer.
vous avez la possibilité de rajouter des ombres portées. Si on prête un petit peu attention, ici, j'ai une ombre portée qui est légèrement derrière. Vous la réglez en choisissant sa couleur et son opacité, si vous voulez que ce soit plus ou moins subtil. Et vous gérez ici sa position, donc sur l'axe des Y. Si je le mets en moins, ça va monter au-dessus, donc du coup le dégradé qui est ici va passer au-dessus. Et ça va être la même chose pour tout ce qui va être l'axe des X. Et on va avoir ici ce qui est B pour blur, ça va être la diffusion en fait, la taille de la diffusion de votre dégradé. Si je l'augmente ici, on voit que mon dégradé se diffuse beaucoup plus autour de ma forme. Voilà, voilà pour ça. Pour tous ces éléments-là, c'est pas forcément les choses les plus importantes pour l'instant. On va se concentrer sur ça pour vraiment faire une vidéo assez courte, d'une heure, pour vraiment pouvoir commencer déjà à travailler dessus. Donc voilà, donc là nous avons vu ensemble l'interface, c'est fait, les outils, c'est fait, on est en train de le faire, et les formes. Du coup, maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est les plans de travail. Alors, les plans de travail, ce sont tous ces éléments sur lesquels je suis en train de poser mes calques, je suis en train de poser mes formes, sur lesquelles je vais venir travailler et créer une interface. Alors, les plans de travail sont ici, c'est quelque chose que l'on retrouve dans Photoshop récemment. En fait, ils sont arrivés très en retard là-dessus, donc quasiment personne ne les utilise, en tout cas que je connais, moi, personnellement, et moi, je m'en sers pas du tout. Et c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps sur Illustrator. Je pense même quand j'étais étudiant il y a plus de 10 ans maintenant, c'était accessible. Et donc du coup, le plan de travail, on peut avoir déjà, comme je disais, des paramètres prédéfinis ici. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse venir ajouter les nôtres, ça pourrait être pas mal. Euh, C'était disponible sur Sketch, mais là, ça l'est pas. Pourquoi? Je sais pas pourquoi ils ont pas. Ça sera sûrement le cas dans une mise à jour. Mais vous avez donc les éléments qui sont ici, en fonction du type de design que vous voulez faire. Si c'est une application téléphone, ou quoi que ce soit, vous pouvez tout simplement cliquer dessus et vous avez du coup un plan de travail sur lequel vous allez pouvoir coller vos éléments. Et vous pouvez aussi venir le tracer vous-même à la main. D'accord? Donc par exemple, moi je sais que lorsque je crée un design, une application, un site internet, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici tous mes assets, je vais mettre mes couleurs, je vais mettre mes typos, je vais mettre mes boutons, je vais mettre mes pictos, je vais mettre tout ça ici. Et du coup, je vais pouvoir après, tout simplement, en faisant des copier-coller ou en utilisant les composants, venir les réutiliser dans mes différents plans de travail. Donc ici, rien ne vous empêche de faire rapidement un petit tac, ça c'est très rapide, hein, de faire un truc de connexion ici, voilà, avec un bouton pour la connexion. Alors, on va essayer quand même de lui mettre des angles, on va pas mettre ça, on va mettre une couleur voilà, derrière. Tchouk. Là, bouton de connexion, et après ça va être alors là, site. Donc vous allez pouvoir créer ici. Et vous avez la première page qui est ici. Donc vous avez ici votre plan de travail que vous pouvez renommer en double-cliquant dessus. Ça peut être la page d'accueil, la page home de votre application. C'est pas vraiment la home parce que c'est la page d'atterrissage. Et vous pouvez venir tout simplement le dupliquer, donc en faisant un CTRL-C, CTRL-V, ou en faisant Alt, glisser les éléments, ce qui vous permet de dupliquer dupliquer le reste. Et là, vous pouvez avoir votre écran lorsque vous êtes connecté, par exemple. Là, du coup, vous allez modifier les éléments qu'il y a dessus, vous n'êtes pas obligé de garder ça. Ça peut devenir un menu en bas, etc., etc. Et du coup, vous allez avoir utilisé tous ces plans de travail. Vous allez avoir ici, c'est tout l'ensemble de ces plans de travail qui vont venir former votre design, que ce soit un prototype, que ce soit un site fini, que ce soit ce que vous voulez. Et comme vous pouvez le constater, rien ne vous empêche d'utiliser plusieurs plans de travail avec des formats différents. Généralement, lorsque je fais un site, je ne vais pas faire un fichier pour tout, ça dépend. Donc, si c'est un vraiment très gros site, effectivement, je vais faire un fichier pour chaque support, mais quand c'est un site qui va avoir, je sais pas moi,
15 templates de page, quelque chose comme ça, 10, ouais, 15 sera commence à être beaucoup, mais 10 templates de page, je vais tout faire dans le même document et je vais avoir d'un côté un endroit mon wireframe, un autre endroit mes versions mobiles, un autre endroit mes versions tablettes, un autre endroit mes écrans pour la version desktop. Alors sauvegardez bien, on fait plusieurs sauvegardes, parce que si un jour le fichier est erroné, ça posera problème. Et donc du coup, vous avez la possibilité ici d'avoir énormément de plans de travail, et après, on irait venir dans la partie prototype pour les connecter et les relier les uns aux autres, pour vraiment simuler en fait l'application qu'on serait en train de créer. Pour supprimer, pour venir bouger le plan de travail, vous sélectionnez le nom, et vous allez pouvoir les déplacer, ou il vous suffit aussi de venir tout simplement faire le backspace pour venir supprimer en fait ce plan de travail si vous n'en avez plus besoin, ce qui va être notre cas très bientôt. Vous avez pu constater que lorsque je déplace un élément dans un plan de travail, je vais souvent avoir des repères qui vont m'indiquer en fait le nombre de pixels qui va séparer mes éléments. Donc ça peut être très pratique, même pour venir centrer quelque chose. Voilà, on voit que ça va se centrer. Si je redescends, il va me dire quand le titre va être centré, voilà, etc. Donc c'est super pratique d'avoir des éléments comme ça qui vont vous permettre tout simplement de vous guider et d'être précis lorsque vous utilisez votre design. Mais il y a d'autres possibilités d'ajouter de la précision là-dedans, à savoir en utilisant des repères. Donc, lorsque vous êtes sur le côté de votre plan de travail, vous avez la possibilité de venir, en tirant, venir placer différents repères sur votre plan de travail afin de venir aligner des éléments d'une manière un peu précise. Donc, vous avez les repères horizontaux sur l'axe horizontal et des repères sur l'axe vertical. Et une fois que vous n'en avez plus besoin, vous passez votre souris dessus et vous les mettez en dehors, tout simplement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on a encore une autre possibilité pour améliorer, en fait, si vous voulez, notre précision. Lorsque je clique ici, je vais avoir la possibilité de venir composer, en tout cas de venir paramétrer certaines choses sur mon plan de travail dans le menu, dans l'Explorer ici. Vous avez tout ce qui va être le défilement, donc je reviendrai dessus un peu plus tard, autant le faire maintenant. En fait, le défilement, vous pouvez lui en donner aucun, ou un défilement vertical, et à partir de là, ça va venir calculer la hauteur de fenêtre. Donc la hauteur de fenêtre, c'est celle-ci, c'est là, en fait, on ne la voit pas pour l'instant parce que mon plan de travail fait pile poil la hauteur de la fenêtre. On regarde la hauteur de fenêtre 667, réduire, enfin, 666, réduire notre plan de travail aussi, histoire d'être parfaitement sur le chiffre du diable, voilà. Mais je vais la voir si jamais j'agrandis, si vous voulez, mon plan de travail. Si je viens ici et que je l'agrandis, du coup, par conséquent, je vais avoir ces petits éléments et qui va être du coup la hauteur de la fenêtre, que je peux venir déplacer si j'en ai envie ici. Vous voyez que ça va bouger aussi dans ce panneau-là. Alors, ça sert à quoi la hauteur de la fenêtre? C'est tout simplement lorsqu'on va faire des aperçus de simplement notre plan de travail ici, ça va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la ligne de flottaison et qu'est-ce qu'il y a en dessous de la ligne de flottaison. Bon, la ligne de flottaison, c'est ce qu'il y a en dessous sur une page lorsque vous avez besoin de scroller. Voilà, donc tout ce qui est affiché ici, c'est au-dessus de la ligne de flottaison, et tout ce qui est en dessous, c'est en dessous de la ligne de flottaison. Donc c'est quelque chose qu'on utilise, tout ce qui va être en marketing, la ligne de flottaison, de mettre certains éléments au-dessus, pour, voilà, en marketing, comme vous voulez. Grosso modo, quand je fais un aperçu, tout ce que je vais pouvoir scroller ici, c'est ce qui va être en dehors en dessous de la ligne de flottaison. Par exemple, je duplique mon élément là, tac, je l'agrandis un tout petit peu. Voilà. Donc là, ce qui est ici, tac, je vais le mettre là comme ça, on va pouvoir voir. Voilà. Ce qui est ici, c'est au-dessus de la ligne de flottaison, et ce qui est en dessous. Voilà. Donc voilà à quoi sert cette hauteur de fenêtre. Tac. Donc ça sera quasiment fini pour les plans de travail. À ceci près que vous pouvez venir changer la couleur de fond, et il y a quelque chose qui est très intéressant qui va nous permettre donc d'être précis, c'est la grille. On utilise en design, on utilise des grilles, donc ça a priori vous le savez, mais en gros qui vont nous permettre d'être super précis et de placer tous nos éléments d'une manière pareil, précise, d'aligner tout ça, donc ce qu'on appelle des grilles graphiques.
Je vous conseille de vous renseigner là-dessus si vous n'avez jamais entendu parler. Normalement, quand vous faites des cours en BTS, en BTS design, on vous en parle, vous en entendez parler. Mais sinon, Google, autres, seront vos meilleurs amis. Et donc, du coup, on utilise là des grilles graphiques qui vont nous permettre d'avoir tous nos éléments bien alignés, bien centrés les uns avec les autres. Alors, ici, je vais avoir la possibilité d'utiliser ça, d'utiliser des colonnes, donc en fonction voilà, de notre grille graphique. Je peux en augmenter le nombre de colonnes, je peux venir tout simplement les paramétrer, les mettre par défaut. Et j'ai aussi la possibilité d'avoir des carrés. Donc les carrés, on s'approche vraiment d'une grille où on va avoir comme sur des cahiers avec des petits carrés. Qu'on va peut-être plus utiliser lorsqu'on va faire du design print et graphique que du web. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui va être les plans de travail que nous avons donc fini. Voilà, les calques maintenant. Alors, lorsque je suis ici, je suis passé sur les actifs, mais lorsque l'endroit en fait, ce que nous utilisons le plus, c'est cette partie-là. Donc je vais retrouver ici, ça va être mon gestionnaire de plan de travail et de calques. Ici, j'ai tout, si vous voulez, j'ai tous les calques, tous les calques qui sont sur le plan de travail qui s'appelle menu pour l'instant. Je vais revenir en arrière. Et là, j'ai la liste de tous les plans de travail que j'ai. Donc j'ai le plan de travail 1 ici, j'ai Home ici, j'ai Outils et j'ai mon menu qui est là. Par exemple, si maintenant je viens ici, je peux venir double-cliquer, et là, ça aurait été pour mes assets. Alors, j'ai pu l'appeler asset. Vous voyez que ça se renomme automatiquement. Et je peux cliquer dessus si je n'en ai plus besoin. Je vais juste enlever ça. Voilà. Et donc, du coup, lorsque je sélectionne un plan de travail ici, il vient se modifier là. Lorsque je clique sur un élément dans un plan de travail, ce qu'il va venir faire, c'est qu'il va venir m'afficher l'ensemble des éléments, l'ensemble des calques qui se trouvent à l'intérieur de ce plan de travail. Alors les calques, c'est comme pour Photoshop, c'est comme pour Illustrator, c'est comme After Effects, c'est comme InDesign, c'est comme... Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir, tous nos éléments vont être répertoriés ici, et du coup, tous les éléments qui vont être le plus haut dans mon gestionnaire de calque, à savoir par exemple mon rectangle ici, c'est celui qui va venir, en fait, paf, alors, je vais mettre une couleur unie pour qu'on comprenne un peu mieux, c'est celui qui va passer devant tous les autres sur mon plan de travail. Par exemple, ici, si je le passe là, il va venir couvrir tout simplement mon tracé 1, qui est là, parce qu'il est tout simplement au-dessus dans le gestionnaire de calque. Et je vais avoir la possibilité de venir, avec un simple glisser-déposer, inverser l'ordre de ces calques et donc d'inverser en fait leur disposition sur mon plan de travail. J'ai la possibilité de venir en double-cliquant vraiment sur mon calque ici, de le renommer. Mon beau tracé. Hop. Voilà. Alors des calques, il y en a plusieurs sortes. Il y a des calques de forme. Donc là, on a une forme de rectangle. On va avoir une forme d'ellipse. Vous voyez que là, l'icône change. Et ce n'est pas le cas là parce que je suis venu modifier les points. Par exemple, là, j'ai un rectangle. Si je double-clique dessus pour passer en mode de sélection directe, automatiquement, il va passer en tracé 1. Si jamais je n'apporte aucune modification ici et que je clique dans le vide, il va repasser en rectangle. Et si jamais je ne modifie ne serait-ce qu'un point, même si je le remets en place après, il restera converti en tracé. Alors techniquement, c'est pas pour l'instant ce qu'il y a de plus important, c'est pas grave, il n'y a rien de grave. C'est lorsqu'on va faire de l'animation, donc ça va poser un petit peu de problème, mais on verra ça dans une vidéo destinée à l'animation. Ouf. Voilà, je sais pas pourquoi je fais ça. Voilà, donc du coup, ça va être pour les calques. Les calques, on va en avoir plein de plusieurs sortes. Là, je sais pas, j'ai utilisé. Donc vous avez vu les tracés, on a les formes, on a nos calques de texte, par exemple, copier, je vais le mettre ici, ça m'ajoute un calque de texte. Je peux venir importer une image, hein. Imaginons, je viens tout simplement, on va prendre plutôt sur mon image de fond, je vais faire une capture d'écran ici. Tac, j'ai la possibilité de venir mettre mon image sur mon plan de travail, de venir la resizer évidemment. Paf, voilà. Et du coup, ça s'ajoute ici. C'est un autre picto et je vais pouvoir le dépasser derrière si je le souhaite, par exemple.
Alors tout ça, je vais avoir la possibilité d'organiser tout ça, et c'est très important de bien organiser ces dossiers. Je vais pouvoir créer des groupes. Alors, je peux par exemple mes tracés, je peux venir les sélectionner. Donc pour les sélectionner, vous en sélectionnez un, Shift, vous en sélectionnez un deuxième, Shift. Avec un clic droit, je peux venir créer un groupe, ou alors à chaque fois, vous avez ici la liste, si vous voulez, de ce que vous pouvez faire et des raccourcis que vous pouvez effectuer. Et je peux créer un groupe que je vais appeler mes formes. Et si je veux, je peux rajouter maintenant, par exemple, mon texte, et là je vais l'appeler forme plus texte, et j'ai la possibilité de créer un sous-groupe à l'intérieur avec, par exemple, que mes formes, si je le souhaite. Et du coup, vous allez pouvoir organiser tous vos éléments de cette manière-là. Donc dans une autre vidéo, on va faire ensemble tout ce qui va être un wireframe et un site internet ensemble. On va faire tout le processus créatif d'un site internet, et on va aller même jusqu'à son développement avec Webflow pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, je me trouve à avoir maintenant utilisé mes calques. Donc il y a d'autres calques différents. On va pouvoir utiliser aussi utiliser des masques, hein, comme on peut faire. Alors, par exemple, je viens ici. Là, comme vous avez pu constater, alors je vais revenir en arrière parce que pour l'instant, voilà. J'ai la possibilité, si je le souhaite, d'avoir mon image qui ne va venir s'afficher que dans une forme, par exemple. Donc je peux venir sélectionner ces deux éléments-là, venir faire un clic droit. Alors, je ne suis pas sûr que je peux le faire comme ça, non, bon, ok. Dans Objet, je vais pouvoir avoir masqué avec une forme, ici. Et à partir de là, mon image est ici. Elle n'apparaît que dans cette forme, donc ce qu'on appelle un masque d'écrêtage sur Photoshop. Et du coup, je vais quand même avoir dans ce groupe, ça va créer automatiquement un groupe de masques, et je vais avoir la possibilité de venir sélectionner mon tracé là. Tac, allez, dessus j'imagine. Et de pouvoir venir le remodifier si je le souhaite. Voilà. Et j'ai aussi la possibilité de venir sélectionner que mon image et de venir déplacer mon image dans ma forme pour choisir en fait ce que je veux qui apparaisse tout simplement. J'ai aussi une autre possibilité pour venir insérer une image. Du coup, on ne l'a pas gardée ici. Tac, je vais en refaire une autre. Tiens, de cette partie-là. J'ai aussi la possibilité, lorsque je veux mettre une image dans une forme et que je ne souhaite pas forcément avoir un groupe comme là, je peux avoir la possibilité de sélectionner ma forme, de venir faire un glisser-déposer de mon image à l'intérieur de celle-ci. Du coup, maintenant, ça se retrouve dans le truc qui s'appelle mon beau tracé. En fait, maintenant, j'ai l'image. Alors, je garde quand même la possibilité de venir modifier comment mon image apparaît et comment ma forme est, hein. Je peux venir modifier ma forme à tout moment. Et si je viens faire un double clic à l'intérieur ici, je vais avoir la possibilité de bouger mon image. Voilà. Alors, nous avons vu la grande majorité de ce qu'il y a à voir sur les calques pour l'instant. Et nous allons terminer avec... Tac, c'était 48. Et nous allons terminer avec les derniers éléments ici que nous n'avons pas vus. Donc, je ne vais pas forcément tout faire pour l'instant, mais on va aller au plus simple. Je vais donc faire un format de page web. Les composants que nous n'avons pas vus ici. Nous avons ici des outils d'alignement et de répartition. Alors, à quoi ça sert? Si je crée une forme là, je vais venir appliquer mon beau dégradé. Voilà. Tac, j'enlève ça. Hop. Je vais avoir la possibilité, à cet élément-là, de lui dire de se positionner, en fait, de venir s'aligner à l'intérieur de mon plan de travail. Donc, pour l'instant, je n'ai qu'un seul élément, et du coup, comme il n'y a que lui qui est sélectionné, il va venir, en fait, il va venir prendre en référence mon plan de travail. Donc, je vais lui dire d'aller tout en haut, d'aller au parfait milieu, d'aller tout en bas, sur la droite, au centre, à gauche, et en gros, si je clique au centre ici et là, je vais, en fait, mon beau cercle est tout simplement parfaitement au milieu de mon plan de travail. Alors, pour l'instant, on a ces éléments-là qui vont être un peu grisés. Tac. En fait, ils sont grisés parce que pour être actifs, il faut que nous ayons plusieurs formes de sélectionner, plusieurs, pas forcément formes, plusieurs éléments. Ça peut être des calques de texte, ça peut être des images, ça peut être des calques de texte et images. En fait, c'est des outils de répartition. Grosso modo, comment ça se passe? Je vais lui dire, par exemple, donc soit sur l'axe horizontal ou vertical, je vais lui demander de répartir parfaitement mes formes entre elles, c'est-à-dire d'avoir le même espace ici et ici.
Donc techniquement, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien foutu parce que du coup, j'ai les repères classiques XDMOF, mais dans certaines situations, ce n'est pas suffisant. Donc je peux venir sélectionner mes formes et lui dire, bah voilà, moi je veux que tu te répartisses sur l'axe horizontal. Et du coup, je vais avoir une parfaite, si vous voulez, une parfaite, comment dire, je ne trouve plus mes mots, bon, enfin, c'est parfaite homogénéité, voilà, entre tous ces éléments qui sont ici. Alors, pour les alignements, je peux aussi faire par rapport à un autre élément. Parce que pour l'instant, tant que je me contente de cliquer ici, là, ça ne me changera pas grand-chose, parce que, en fait, comme il n'y a qu'un seul élément de sélectionner, il prend pour référence le plan de travail qui est ici. Si j'en ai deux de sélectionnés, par exemple, là, je vais pouvoir dire, bah, pouf, toi, tu viens par rapport à l'autre. Si je reviens, je vais dire, bah, tu vas te centrer par rapport à cet élément, et c'est ces éléments-là qui vont se centrer entre eux. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle voilà, les outils d'alignement, quelque chose d'assez classique qu'on retrouve dans la plupart des logiciels PAO, quasiment tous les logiciels PAO. Nous avons la grille de répétition, je passe dessus juste après, et nous avons ici des outils de Pathfinder. Donc on en a 4, les outils de Pathfinder, c'est pareil, ce sont des choses qu'on retrouve sur Illustrator où il y en a 8, sur Photoshop où je crois qu'on est limité à 4 aussi de mémoire, je peux me planter, 4, 5 peut-être. Et du coup, ça va nous permettre de rendre, en tout cas, d'aller encore plus loin dans les formes que nous pouvons manipuler. En gros, grosso modo, les Pathfinder, c'est des sortes de pochoirs. Donc je vais sélectionner, vous voyez, pour l'instant, pareil, ça ne fonctionne pas, c'est grisé parce qu'il faut qu'il y ait deux éléments de sélectionner. Grosso modo, je vais pouvoir leur proposer de s'ajouter, en fait, de faire une fusion de ces formes. Ce qui est marrant, c'est que si je regarde dans mes calques après, clique là, voilà. J'ai une union. Ça serait appelé autrement si jamais j'avais utilisé les autres ici, hein, parce que les autres, c'est les soustractions, etc. Et si je clique dessus, j'ai quand même la possibilité de venir remodifier cette union et remodifier chacune de mes formes. Alors faites attention quand vous faites des Pathfinder, parce que du coup, là, ça fonctionnait bien parce qu'ils ont la même couleur, mais imaginons que je n'ai pas la même couleur. Tac, je vais prendre une couleur unique. Et que je fais une union, ça va prendre en fait, si vous voulez, la couleur de l'élément qui est le plus en dessous lorsque vous utilisez le Pathfinder. Donc là, ça les unit. J'ai la possibilité de faire ça une soustraction. Donc grosso modo, les pixels qui se superposent, on va enlever l'image plus les pixels qui se superposent. Et là, vous pouvez faire un passant de bleu, des choses comme ça. Au contraire, vous pouvez prendre les intersections et n'avoir en fait que les pixels qui se superposent, ou vous pouvez faire une exclusion et du coup, vous avez tout sauf les pixels qui se superposent. Donc voilà, ça ce sont les Pathfinder. Vous pouvez faire du coup énormément de choses, c'est pour ça qu'on peut faire un logo avec ça ne posera pas de problème parce que si vous voulez un truc super simple, parce qu'on peut venir à la fois en double-cliquant, venir les modifier, on peut venir en plus en créer des Pathfinder, enfin on peut vraiment, avec le Pathfinder, on peut vraiment faire des choses super poussées euh, avec juste des formes très très basiques si vous voulez. Tac. Plutôt faire l'inverse, donc du coup, paf, ça, je vais le monter au-dessus. Allez. Oh. Chaque fois, je le remets là. Ok. Et si je le mets au-dessus de cette union, je sélectionne tout. Je vais voir. Donc voilà, on peut vraiment faire des choses plutôt pas mal avec Pathfinder. Donc là, les composants, je parlerai pas de ça là, je parlerai vraiment dans une vidéo destinée à ça. Ici, vous avez tout simplement la possibilité de venir les inverser, les retourner en fonction de ce que vous voulez, venir changer la rotation, de venir changer la taille. Vous pouvez garder quelque chose de proportionnel comme ça si vous bloquez ici le petit verrou. Tout ce qui est redimensionnement réactif, pareil, on verra ça dans une autre vidéo, lorsqu'on fera vraiment du web derrière tout ça. Donc c'est tous les autres petits paramètres dont je n'ai pas parlé. Il me manque la grille de répétition. En gros, la grille de répétition, c'est un outil qui est vraiment, vraiment utile. Par exemple, ici, j'ai une forme, je viens y importer une image. Je vais importer un titre en dessous. Un titre. Tac. Alors, je vais prendre ça, je les aligne. A priori, je pense que je suis quand même bien aligné. C'est bon. Ça pourrait être sur un site, avoir une carte comme ça pour du commerce ou ce que vous voulez. Et du coup, nous, dans notre idée, je vais le grouper. Ça va être un item. Et si je veux en mettre plusieurs sur plusieurs lignes, comme on peut retrouver sur des, comment dire, sur des sites tout simplement,
je devrais normalement venir tout dupliquer, etc., etc., etc. Alors, il y a beaucoup plus simple, c'est la grille de répétition. Lorsque je la sélectionne, je vais pouvoir venir ici, cliquer sur grille de répétition, et à partir de là, ça va automatiquement tout reproduire, les éléments qui sont ici. Donc, je vais avoir la possibilité de venir gérer l'espacement entre eux. On va avoir une belle grille. Et surtout, l'avantage dessus, c'est que je vais pouvoir faire des modifications en masse. Par exemple, donc j'ai ici un nouvel icône qui est apparu. Lorsque je clique dessus, je vais avoir, si vous voulez, la référence globale des éléments qui sont ici. Donc par exemple, si je sélectionne ici mon image, on voit qu'il y a une bordure. Si je lui dis tu m'enlèves les bordures, il enlève les bordures partout. Mon texte, si je lui dis je veux une autre couleur, je viens ici et ça va venir changer les couleurs partout. Donc c'est ultra rapide, c'est ultra effectif lorsque vous avez une grille de répétition qui est bien faite. Vous pouvez même aller plus loin, vous pouvez ensuite, sans aller ici, mais vraiment en sélectionnant l'élément particulier, en cliquant plusieurs fois dessus, et vous pouvez venir modifier certaines choses. C'est pas possible de tout modifier, mais vous allez pouvoir modifier le contenu. Je pourrais apporter une autre image, hein, si je copie ça, je vais avoir la possibilité de venir changer chacune des images qui vont composer, tac, qui vont composer ici. Donc là, ça se reduplique là-dessus parce que forcément, ça va faire un coup sur deux. Si jamais je reprenais encore une autre image ici, je vais pouvoir combler, si vous voulez, l'ensemble de mes éléments avec tout simplement une photo différente à chaque fois. Alors en plus, avec des plugins, vous pouvez avoir quelque chose de plus rapide derrière, c'est que vous allez pouvoir tout simplement, par exemple, si je reviens vraiment en arrière, tac, voilà, là je sélectionne celle-ci, celle-ci, c'est tout, celle que j'ai fait, non, donc celle-ci c'est celle qui est déjà présente. Voilà, je vais en refaire une ici. Et je vais avoir la possibilité, lorsque je sélectionne plusieurs images, de faire directement tous les changements qu'il y a derrière dans ma vue. Par exemple, ici, tac, je sélectionne ces trois images, je viens là, et ça va tout changer. Donc si jamais vous avez une grille de répétition avec 30 photos, vous n'êtes pas obligé de les modifier une par une, vous sélectionnez les 30 photos, vous venez importer à un endroit, et ça va venir se mettre dans tous les autres éléments. Donc voilà, on a fait le tour d'Adobe XD en, je sais pas, peut-être une heure, un peu moins, je pense. Je pense qu'on a été assez effectif dessus. Alors, il reste des petits paramètres à voir à droite à gauche, il reste plein de petites subtilités qu'on peut utiliser. Il nous reste à voir les animations, les prototypages, comment on partage, comment on fait des bons aperçus. Et aussi, bon, bah voilà, c'est juste. Mais pour la partie technique, dans un premier temps, tout ça suffit parfaitement pour que vous puissiez commencer à maîtriser un peu ce logiciel qui est extrêmement pratique. Pour finir, je vous conseille vivement de vous en servir parce qu'il est gratuit, PC, Mac, tout ce que vous voulez, pas Linux, PC, Mac. Et du coup, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment un outil qui est très simple à utiliser. Par conséquent, n'importe qui dans le processus, dans la chaîne de création que vous pouvez avoir, peut s'en servir. C'est-à-dire, même une personne qui dit ah non, non, moi je t'embauche ou votre patron, je sais pas, qui n'utilise pas le logiciel un peu haut, je sais pas dans quoi vous pouvez bosser, mais même eux peuvent s'en servir. Je veux dire, même par exemple, les UX designers ou UX designers peuvent se servir de ça très facilement sans avoir besoin d'apprendre un logiciel un peu complexe avec plein de boutons et plein de paramètres. Là, en une heure, on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on pouvait faire. Enfin, je pense qu'on a fait, je sais pas, 70 ou 80% du tour d'Adobe XD. Donc voilà, et je ferai d'autres vidéos et on fera vraiment, au-delà seulement de la partie technique de ça, on va pouvoir faire vraiment à un moment tout le processus de création qu'on va avoir à faire. Prochaine vidéo, l'animation et le prototypage. Voilà. J'espère que ça vous a plu.